ces jours où des corps vont, cherchant chacun son dépeupleur, assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut pour l'harmonie. Lumière, sa faiblesse, son jaune, son omniprésence, comme si les quelques 80 000 centimètres carrés de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l'agite. Il s'arrête de loin en loin, tel un souffle sur sa fin. Tous se figent alors. Leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence de cette lumière pour l'œil qui cherche. Conséquence pour l'œil qui, ne cherchant plus, fixe le sol ou se lève vers le lointain plafond où il ne peut y avoir personne. Température, une respiration plus lente la fait osciller entre chaud et froid. Elle passe de l'un à l'autre extrême en 4 secondes environ. Elle a des moments de calme, plus ou moins chaud ou froid. Ils coïncident avec ceux où la lumière se calme. Tous se figent alors. Tout va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence pour les peaux de ce climat. Elles se parcheminent. Les corps se frôlent avec un bruit de feuilles sèches. Les muqueuses elles-mêmes s'en ressentent. Un baiser rend un son indescriptible. Ceux qui se mêlent encore de copuler n'y arrivent pas, mais ils ne veulent pas l'admettre. Seuls les murs sont en caoutchouc dur ou similaire. Heurtés avec violence, du pied ou du poing ou de la tête, ils sonnent à peine. C'est dire le silence des pas. Les seuls bruits dignes du nom proviennent du maniement des échelles et du choc des corps entre eux, ou d'un seul avec soi-même, comme lorsque, soudain, à toute volée, ils se frappent la poitrine. Ainsi subsistent chair et os. Échelles, ce sont les seuls objets. Très variées quant à la taille, elles sont simples sans exception. Les plus petites n'ont pas moins de 6 mètres. Plusieurs sont à coulisses. Elles s'appuient contre le mur de façon peu harmonieuse. Debout, au sommet de la plus grande, les plus grands peuvent toucher le plafond du bout des doigts. Sa composition est donc connue à l'égal de celle du sol et du mur. Heurté avec violence d'un échelon, il sonne à peine. Ces échelles sont très demandées. Au pied de chacune, une petite file d'attente, toujours ou presque. Il faut cependant du courage pour s'en servir.
car il leur manque à toutes la moitié des échelons, et cela de façon peu harmonieuse. S'il n'en manquait qu'un sur deux, le mal ne serait pas grand, mais l'absence de 3 à la file oblige à des acrobaties. N'empêche que ces échelles sont très demandées et ne risquent pas d'être réduites à l'état de simples montants reliés uniquement à la base et au sommet, car le besoin de grimper est trop répandu. Ne plus l'éprouver est une délivrance rare. Les échelons manquants sont entre les mains d'un petit nombre de privilégiés. Ils s'en servent essentiellement pour l'agression et pour se défendre. Les tentatives solitaires pour s'en défoncer le crâne n'aboutissent au mieux qu'à de brèves pertes de connaissance. Le but des échelles est de porter les chercheurs aux niches. Ceux qui n'y vont plus s'en servent simplement pour quitter le sol. Il est d'usage de ne pas y monter à deux. Le fugitif, assez heureux pour en trouver une de libre, peut s'y réfugier en attendant que les colères tombent. Niche ou alvéole, ce sont des cavités creusées à même le mur à partir d'une ceinture imaginaire courant à mi-hauteur. Elle n'en intéresse donc que la moitié supérieure. Une bouche plus ou moins large donne rapidement accès à un coffre d'ampleur variable, mais toujours suffisante pour que, par le jeu normal des articulations, le corps puisse y pénétrer, et de même, tant bien que mal, s'y étendre. Elles sont disposées en quinconces irréguliers, savamment désaxées, ayant 7 mètres de côté en moyenne. Harmonie que seul peut goûter qui, par longue fréquentation, connaît à fond l'ensemble des niches au point d'en posséder une image mentale parfaite. Or, il est douteux qu'un tel existe, car chaque grimpeur a ses niches de prédilection et évite autant que possible de monter dans les autres. Certaines sont reliées entre elles par des tunnels pratiqués dans l'épaisseur du mur et pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres. Mais la plupart n'ont pas d'autre sortie que l'entrée. C'est comme si, à un moment donné, le découragement s'était fait sentir. À noter, à l'appui de cette vue de l'esprit, l'existence d'un long tunnel abandonné en cul-de-sac. Malheur au corps qui s'y aventure à la légère et doit, au bout d'un long effort, rebrousser chemin comme il peut, en rampant à reculons. Ce drame, à vrai dire, n'est pas l'apanage du tunnel inachevé. Il n'y a qu'à considérer ce qui fatalement va se produire lorsque, dans un tunnel normal, par les bouts opposés, 2 corps s'engagent en même temps. Niche et tunnel sont soumis au même éclairage et au même climat que l'ensemble du séjour. Voilà un premier aperçu du séjour. Un corps par mètre carré, soit un total de 200 corps, chiffre rond. Parents proches et lointains, ou amis plus ou moins, beaucoup, en principe, se connaissent.
L'identification est rendue difficile par la presse et par l'obscurité. Vus sous un certain angle, ces corps sont de 4 sortes. Premièrement, ceux qui circulent sans arrêt. Deuxièmement, ceux qui s'arrêtent quelquefois. Troisièmement, ceux qui, à moins d'en être chassés, ne quittent jamais la place qu'ils ont conquise, et, chassés, se jettent sur la première de libre pour s'y immobiliser de nouveau. Cela n'est pas tout à fait exact, car si chez ces derniers, ou sédentaires, le besoin de grimper est mort, il n'en est pas moins sujet à d'étranges résurrections. Le quidam quitte alors son poste et part à la recherche d'une échelle libre ou se joint à la file d'attente la moins longue ou la plus proche. À vrai dire, il est difficile aux chercheurs de renoncer à l'échelle. Ce sont, paradoxalement, ces sédentaires qui troublent le plus, par leur violence, le calme du cylindre. Quatrièmement, ceux qui ne cherchent pas, ou non-chercheurs, assis pour la plupart contre le mur, dans l'attitude qui arracha à Dante un de ses rares, pâles sourires. Par non-chercheur, et malgré l'abîme où cela conduit, il est impossible, finalement, d'entendre autre chose qu'ex-chercheur. Pour faire perdre à cette notion une partie de sa virulence, il suffit de supposer le besoin de chercher non moins ressuscitable que celui de l'échelle, et, aux yeux, selon toute apparence, à jamais baissés ou clos, l'étrange pouvoir de s'enfiévrer soudain de nouveau parmi les visages et les corps. Mais il en restera toujours assez pour abolir chez ce petit peuple, à plus ou moins longue échéance, jusqu'au dernier vestige de ses ressorts, alanguissement par bonheur insensible, en raison de sa lenteur, et des brusques réveils qui le compensent en partie, et de l'inattention des intéressés, étourdis soit par la passion qui les habite encore, soit par l'état de langueur auquel insensiblement ils sont parvenus, et loin de pouvoir imaginer leur état ultime, où chaque corps sera fixe et chaque œil vide, ils en viendront là à leur insu, et seront-elles sans le savoir? Ce ne sera plus alors la même lumière, ni le même climat, sans qu'il soit possible de prévoir ce qu'ils seront, sauf à envisager l'une éteinte, faute de raison d'être, et l'autre fixe, dans le voisinage de zéro, dans le noir froid de la chair immobile. Voilà, en gros, pour ces corps, vus sous un premier angle, et pour cette notion et ses suites, si elle est maintenue. Intérieur d'un cylindre ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut pour l'harmonie, soit à peu près 1200 mètres carrés de surface totale, dont 800 de murs, sans compter les niches et tunnels. Omniprésence d'une faible clarté jaune, qu'affole un va-et-vient vertigineux entre des extrêmes se touchant. Température agitée d'un tremblement analogue, mais de 30 à 40 fois plus lent, qui la fait tomber rapidement d'un maximum de l'ordre de 25 degrés à un minimum de l'ordre de 5,
d'où une variation régulière de 5 degrés par seconde. Cela n'est pas tout à fait exact, car il est évident qu'aux extrêmes de la navette, l'écart peut tomber jusqu'à 1 degré seulement. Mais cette rémission ne dure jamais qu'une seconde. De loin en très loin, arrêt des deux vibrations, tributaires sans doute du même moteur, et reprises ensemble au bout d'une accalmie de durée variable, pouvant atteindre une dizaine de secondes. Suspension correspondante de tout mouvement chez les corps en mouvement, et rigidité accrue des immobiles. Seuls objets, une quinzaine d'échelles simples, dont plusieurs à coulisses, dressées contre le mur à intervalles irréguliers. Dans la moitié supérieure du mur, sur tout son pourtour, disposés en quinconce pour l'harmonie, une vingtaine de niches, dont plusieurs reliées entre elles par des tunnels. De tout temps, le bruit court, ou encore mieux, l'idée accourt qu'il existe une issue. Ceux qui n'y croient plus ne sont pas à l'abri d'y croire de nouveau, conformément à la notion qui veut, tant qu'elle dure, qu'ici, tout se meurt, mais d'une mort si graduelle, et pour tout dire, si fluctuante, qu'elle échapperait même à un visiteur. Sur la nature de l'issue et sur son emplacement, deux avis principaux divisent, sans les opposer, tous ceux restés fidèles à cette vieille croyance. Pour les uns, il ne peut s'agir que d'un passage dérobé, prenant naissance dans un des tunnels et menant, comme dit le poète, aux asiles de la nature. Les autres rêvent d'une trappe dissimulée au centre du plafond, donnant accès à une cheminée, au bout de laquelle brillerait encore le soleil et les autres étoiles. Les revirements sont fréquents dans les deux sens, si bien que tel qui, à un moment donné, ne jurait que par le tunnel, peut très bien, dans le moment qui suit, ne jurer que par la trappe, et un moment plus tard, se donner tort de nouveau. Ceci dit, il n'en est pas moins certain que de ces deux parties, le premier se dégarnit au profit du second, mais de façon si lente et si peu suivie, et bien entendu avec si peu de répercussions sur le comportement des uns et des autres que pour s'en apercevoir, il faut être dans le secret des dieux. Ce glissement est dans la logique des choses, car ceux qui croient à une issue accessible, comme à partir d'un tunnel elle le serait, et même sans qu'ils songent à l'emprunter, peuvent être tentés par sa découverte, tandis qu'aux partisans de la trappe, ce démon est épargné du fait que le centre du plafond est hors d'atteinte. Ainsi, insensiblement, l'issue se déplace du tunnel au plafond, avant de n'avoir jamais existé. Voilà un premier aperçu de cette croyance en elle-même si étrange, et par la fidélité qu'elle inspire à tant de cœurs possédés. Sa petite lumière inutile sera bien la dernière à les quitter, si tant est que le noir les attend.
Debout, au sommet de la grande échelle, développés au maximum et dressés contre le mur, les plus grands peuvent toucher du bout des doigts le bord du plafond. Au même corps, la même échelle, dressée verticalement au centre du sol, en leur faisant gagner un demi-mètre, permettrait d'explorer à loisir la zone fabuleuse, dite inaccessible, et qui donc, en principe, ne l'est aucunement. Car un tel recours à l'échelle se conçoit. Il suffirait d'une vingtaine de volontaires décidés, conjuguant leurs efforts pour la maintenir en équilibre, à l'aide aux besoins d'autres échelles, faisant office de jambes de force. Un moment de fraternité. Mais celle-ci, en dehors des flambées de violence, leur est aussi étrangère qu'aux papillons. Ce n'est pas tant par manque de cœur ou d'intelligence qu'à cause de l'idéal dont chacun est la proie. Voilà pour ce zénith inviolable où se cache, aux yeux des amateurs de mythes, une issue vers terre et ciel. L'emploi des échelles est régi par des conventions d'origine obscure, qui, dans leur précision et par la soumission qu'elles exigent des grimpeurs, ressemblent à des lois. Il est des infractions qui déchaînent contre le fautif une fureur collective surprenante chez des êtres si paisibles dans l'ensemble et si peu attentifs les uns aux autres, en dehors de la grande affaire. D'autres, au contraire, troublent à peine l'indifférence générale. Cela est fort curieux à première vue. Tout repose sur l'interdiction de monter à plusieurs à la même échelle. Tant que celui en train de s'en servir n'aura pas regagné le sol, elle reste interdite au suivant. Inutile de vouloir imaginer la confusion qui résulterait de l'absence d'une telle règle ou de sa non-observance. Mais faite pour la commodité de tous, il n'est pas question qu'elle joue sans restriction, ni qu'elle permette au grimpeur indélicat d'immobiliser son échelle au-delà de ce qui est raisonnable. Car, faute d'un frein quelconque, celui qui se serait mis dans la fantaisie de s'installer à demeure dans une niche ou dans un tunnel laisserait derrière lui une échelle inutilisable à tout jamais. Et si d'autres suivaient son exemple, comme fatalement ils le feraient, on aboutirait au spectacle de 185 corps grimpeurs, moins les vaincus, voués au sol pour toujours. Sans parler de ce qu'aurait d'intolérable la présence d'accessoires ne servant à rien. Il est donc convenu que, passé un certain délai, difficile à chiffrer, mais que chacun sait mesurer à une seconde près, l'échelle redevienne libre, c'est-à-dire à la disposition, dans les mêmes conditions, de celui dont c'est le tour de monter, facilement reconnaissable à sa position en tête de queue. Et tant pis pour l'abuseur. La situation de ce dernier, ayant perdu son échelle, est délicate, en effet, et il semble exclu a priori qu'il puisse jamais revenir au sol. Il y arrive, heureusement, tôt ou tard, grâce à une autre disposition, selon laquelle, en toutes circonstances, la descente a priorité sur la montée. Il n'a donc qu'à guetter à la bouche de sa niche qu'une échelle vienne se présenter pour l'emprunter en toute quiétude,
et avec l'assurance que celui en bas, sur le point, voire en train de monter, lui cédera le pas. Le pire qu'il risque est que son attente soit longue, à cause de la circulation des échelles. Il est rare, en effet, que celui dont c'est le tour veuille monter dans la même niche que son prédécesseur, et cela pour des raisons évidentes qui apparaîtront en temps voulu. Il s'en va donc avec l'échelle suivie de sa queue, et la dresse sous une quelconque des 5 niches qui s'offrent à lui, du fait de la différence entre le nombre de celles-ci et le nombre des échelles. Pour en revenir aux malheureux ayant dépassé les délais, il est évident que ses chances de redescente rapide sont augmentées, quoique loin d'être doublées, si à la faveur d'un tunnel il dispose de 2 niches ou guettées. Encore que, même dans ce cas, ils choisissent le plus souvent, et toujours, si le tunnel est long, de miser sur une seule des 2 niches, de crainte qu'une échelle ne vienne s'y présenter pendant la traversée de l'une à l'autre. Mais les échelles ne servent pas qu'à gagner les niches et tunnels, et ceux que cela n'intéresse plus, ne serait-ce que temporairement, s'en servent simplement pour quitter le sol. Ils montent et s'arrêtent à la hauteur de leur choix, pour s'installer le plus souvent debout, face au mur. À cette famille de grimpeurs aussi, il arrive de dépasser les délais prescrits. Il est prévu, dans ce cas, que celui à qui revient l'échelle monte jusqu'au fautif, et d'un coup ou de plusieurs dans le dos, le rappelle à la réalité. Il n'en faut pas plus pour que celui-ci s'empresse de descendre, précédé de son successeur, qui n'a plus ensuite qu'à prendre possession de l'échelle dans les conditions habituelles. Cette docilité de l'abuseur montre bien que l'infraction n'est pas volontaire, mais due à un dérèglement temporaire de son sablier intérieur, facile à comprendre et par conséquent à pardonner. C'est pourquoi cette faute, d'ailleurs peu fréquente, que ce soit de ceux qui montent jusqu'aux niches et tunnels ou de ceux qui s'arrêtent sur l'échelle, ne donne jamais lieu aux colères réservées aux malheureux qui s'avisent de monter à leur tour avant l'expiration des délais et dont, cependant, la précipitation semblerait devoir pouvoir s'expliquer et donc être pardonnée au même titre que l'excès contraire. Cela est curieux, en effet, mais il y va du principe fondamental qui interdit de monter à plusieurs et dont la violation répétée transformerait rapidement le cylindre en pandémonium, tandis que le retour au sol retardé ne nuit finalement qu'au retardataire. Voilà un premier aperçu du code des grimpeurs. Le transport non plus ne se fait pas n'importe comment, mais toujours en longeant le mur, dans le sens du tourbillon. C'est là une règle aussi sévère que la défense de monter à plusieurs, et qu'il ne fait pas bon enfreindre. Rien de plus naturel, car s'il était permis, au nom du chemin le plus court, de porter l'échelle au travers de la cohue, ou en suivant le mur dans les 2 sens indifféremment, la vie du cylindre deviendrait vite impossible. Il est donc réservé aux porteurs, tout le long du mur, une piste, large d'1 mètre environ. S'y cantonnent également ceux qui attendent leur tour de montée, et qui doivent éviter d'empiéter sur l'arène proprement dite, en serrant leurs fils, dos au mur,
et en se faisant le plus plat possible. Il est curieux de noter la présence, sur la piste, d'un certain nombre de sédentaires, assis ou debout contre le mur. Pratiquement morts aux échelles et source de gêne, aussi bien pour le transport que pour l'attente, ils sont néanmoins tolérés. Le fait est que ces sortes de demi-sages, chez qui, d'ailleurs, tous les âges sont représentés, inspirent à ceux qui s'agitent encore, sinon un culte, du moins une certaine déférence. Ils y tiennent comme à un hommage qui leur est dû, et sont maladivement sensibles au moindre manque d'égard. Un chercheur sédentaire, à qui l'on marcherait dessus, au lieu de l'enjamber, peut se déchaîner au point de mettre tout le cylindre en émoi. Collés au mur également, les 4/5 des vaincus, tant assis que debout. On peut leur marcher dessus sans qu'ils réagissent. À noter, enfin, le soin que mettent les chercheurs de l'arène à ne pas déborder sur l'espace des grimpeurs. Si, las de chercher en vain dans la cohue, ils se tournent vers la piste, c'est pour en suivre lentement la bordure imaginaire, tout en dévorant des yeux tous ceux qui s'y trouvent. Leur lente ronde, à contre-courant des porteurs, crée une seconde piste, plus étroite encore, et respectée à son tour par le gros des chercheurs. Ce qui, convenablement éclairé et vu d'en haut, donnerait par moments l'impression de 2 minces anneaux se déplaçant en sens contraire autour du pullulement central. Un corps par mètre carré de surface utile, soit 200 corps, chiffre rond, corps des 2 sexes et de tous les âges, depuis la vieillesse jusqu'au bas âge. Bébés à la mamelle, qui n'ayant plus à téter, cherchent des yeux, depuis le giron, ou accroupe-t-on par terre dans des poses précoces. D'autres, un peu plus avancés, circulent à 4 pattes et cherchent parmi les jambes. Détail pittoresque, une femme aux cheveux blancs, encore jeune, à en juger par les cuisses, appuyée contre le mur, les yeux clos, dans l'abandon, serrant machinalement contre son sein un bambin qui s'arc-boute pour mieux tourner la tête et voir derrière lui. Mais de tels tout-petits sont très peu nombreux. Nul ne regarde en soi, où il ne peut y avoir personne. Yeux baissés ou clos signifient abandon et n'appartiennent qu'aux vaincus, très exactement comptables sur les doigts d'une main. Ceux-ci ne sont pas forcément immobiles. Ils peuvent errer dans la foule et ne rien voir. À l'œil de chair, rien ne les distingue des corps qui s'acharnent encore. Ceux-ci les reconnaissent et les laissent passer. Ils peuvent attendre au pied des échelles et, quand vient leur tour, monter dans les niches ou tout simplement quitter le sol. Ils peuvent ramper à tâtons dans les tunnels, en quête de rien,
Mais normalement, l'abandon les fige, aussi bien dans l'espace que dans l'attitude. C'est celle-ci, le plus souvent profondément voûtée, qu'ils soient debout ou qu'ils soient assis, qui permet de les distinguer des chercheurs sédentaires, dévorant du regard chaque corps qui passe, sans que pour autant la tête bouge. Debout ou assis, ils sont collés au mur, sauf un, qui, saisi en pleine arène, s'y est figé sur pied, au milieu des agités. Ceux-ci le reconnaissent et évitent de le déranger. Ils sont sujets toujours à de brusques retours de fièvre oculaire, tout comme ceux qui, ayant renoncé à l'échelle, subitement s'y remettent. Tant il est vrai que, dans le cylindre, le peu, possible là où il n'est pas, n'est seulement plus, et dans le moindre moins, le rien tout entier, si cette notion est maintenue. Et les yeux soudain de se remettre à chercher, aussi affamés que l'impensable premier jour, jusqu'à ce que, sans raison apparente, brusquement, il se referme, ou que la tête tombe. C'est comme si, à un grand tas de sable abrité du vent, on enlevait 3 grains, un an sur 2, et l'autre en ajoutait 2, si cette notion est maintenue. Si les vaincus ont encore du chemin à faire, que dire des autres? Et quel nom leur donner, sinon le beau nom de chercheurs? Les uns, de loin les plus nombreux, ne s'arrêtent jamais, sauf pour attendre une échelle ou lorsqu'ils guettent depuis une niche. D'autres s'immobilisent brièvement de temps à autre, sans s'arrêter de chercher des yeux. Quant aux chercheurs sédentaires, s'ils ne circulent plus, c'est qu'ils ont fait le calcul et estiment avoir plus de chance en restant à la place qu'ils ont conquise. Et s'ils ne montent presque plus dans les niches et tunnels, c'est pour y être montés trop souvent en vain, ou pour y avoir fait de trop mauvaises rencontres. Une intelligence serait tentée de voir en ces derniers les prochains vaincus, et continuant sur sa lancée d'exiger de ceux qui circulent sans trêve que tous, tôt ou tard, les uns après les autres, finissent comme ceux qui s'arrêtent quelquefois, et de même de ceux-ci qu'ils finissent sédentaires, et des sédentaires qu'ils finissent vaincus, et des 200 vaincus ainsi obtenus, que tous, tôt ou tard, chacun à son tour, finissent par être des vaincus pour de vrai, figés pour de bon, chacun à sa place et dans son attitude. Mais si l'on donne des numéros d'ordre à ces familles, l'expérience montre qu'il est possible de passer de la première à la troisième en sautant la deuxième, et de la première à la quatrième en sautant la deuxième ou la troisième ou les deux, et de la deuxième à la quatrième en sautant la troisième. Dans l'autre sens, les mal vaincus, à de longs intervalles et toujours plus brièvement, retombent dans l'état des sédentaires, dont à leur tour les moins solides, toujours les mêmes, peuvent se laisser retenter par l'échelle, tout en restant morts à l'arène. Mais ne circuleront plus jamais sans arrêt ceux qui font halte de loin en loin, sans cesser pour autant de chercher des yeux,
À l'heure donc du commencement impensable comme la fin, tous erraient sans repos ni trêve, y compris les nourrissons dans la mesure où ils se faisaient porter, sauf naturellement ceux qui déjà attendaient au pied des échelles ou guettaient tapis dans les niches ou se figeaient dans les tunnels pour mieux écouter, et erraient ainsi un temps très long, impossible à chiffrer, avant que le premier s'immobilise, suivi d'un second, et ainsi de suite. Mais pour ce qui est, à l'heure qu'il est, la seule qui sera de chiffrer le nombre, de se rester fidèle, qui inlassablement vont et viennent sans jamais s'accorder le moindre repos, et de ceux qui font halte de loin en loin, et des sédentaires, et des soi-disant vaincus, qu'il suffise d'affirmer qu'à l'heure qu'il est, à un corps près, malgré la presse et l'obscurité, les premiers sont 2 fois plus nombreux que les deuxièmes, qui sont 3 fois plus nombreux que les troisièmes, qui sont 4 fois plus nombreux que les quatrièmes, soit 5 vaincus, en tout et pour tout. Parents et amis sont bien représentés, sans parler de simple connaissance. La presse et l'obscurité rendent difficile l'identification. À 2 pas de distance, mari et femme s'ignorent, pour ne parler que du lien intime entre tous. Qu'ils se rapprochent encore un peu, jusqu'à pouvoir se toucher, échangent sans s'arrêter un regard. S'ils se remettent, il n'y paraît pas. Quoi qu'ils cherchent, ce n'est pas ça. Ce qui frappe d'abord dans cette pénombre est la sensation de jaune qu'elle donne, pour ne pas dire de soufre, à cause des associations. Ensuite, le fait qu'elle vibre de façon régulière et continue, à une vitesse qui, pour être élevée, ne dépasse jamais celle qui rendrait la pulsation imperceptible. Et enfin, beaucoup plus tard que de loin en loin, et pour très peu de temps, celle-ci se calme. Ces rares et brèves relâches sont d'un effet dramatique inexprimable, pour en dire le moins. Les agités en restent cloués sur place, dans des postures souvent extravagantes, et l'immobilité décuplée des vaincus et sédentaires fait paraître dérisoire celle qu'ils affichent d'habitude. Les poings en voie de cogner, sous l'effet de la colère ou du découragement, se glacent à un point quelconque de l'arc pour n'achever le coup ou série de coups qu'une fois l'alarme passée. Similairement, ceux surpris en train de grimper ou de porter l'échelle, ou de faire l'infaisable amour, ou tapis dans les niches, ou rampant dans les tunnels, chacun selon, sans qu'il soit utile d'entrer dans les détails. Mais au bout d'une dizaine de secondes, le frémissement reprend, et au même instant, tout rentre dans l'ordre. Ceux qui erraient recommencent à errer, et les immobiles se détendent.
Les accouplés reprennent le collier et les poings se remettent en marche. La rumeur qui s'était tue, comme coupée au commutateur, remplit de nouveau le cylindre. Parmi tous les composants dont elle est faite, l'oreille finit par distinguer un faible grésillement d'insectes, qui est celui de la lumière elle-même, et le seul qui ne varie pas. Entre les extrêmes, qui contiennent la vibration, l'écart n'est guère plus de 2 ou 3 bougies. Ce qui fait qu'à la sensation de jaune s'ajoute celle, plus faible, du rouge. Bref, un éclairage qui non seulement obscurcit, mais brouille par-dessus le marché. Rien n'empêche d'affirmer que l'œil finit par s'habituer à ces conditions et par s'y adapter. Sinon que c'est plutôt le contraire qui se produit, sous forme d'une lente dégradation de la vue, ruinée à la longue par ce rougeoiement fuligineux et vacillant, et par l'effort incessant, toujours déçu, sans parler de la détresse morale se répercutant sur l'organe. Et s'il était possible de suivre de près, pendant assez longtemps, 2 yeux donnés, bleus de préférence, en tant que plus périssables, on les verrait s'écarquiller toujours davantage et s'injecter de sang de plus en plus, et les prunelles se dilater progressivement jusqu'à manger la cornée tout entière. Tout cela, évidemment, dans un mouvement si lent et si peu sensible que les intéressés eux-mêmes ne s'en aperçoivent pas, si cette notion est maintenue. Et pour l'être pensant, venu se pencher froidement sur toutes ces données et évidences, il serait vraiment difficile, au bout de son analyse, de ne pas estimer, à tort, qu'au lieu d'employer le terme « vaincu », qui a en effet un petit côté pathétique désagréable, on ferait mieux de parler d'aveugle tout court. Les premières surprises passées, enfin, cet éclairage a encore ceci d'inhabituel que, loin d'accuser une ou plusieurs sources, visibles ou cachées, il semble émaner de toutes parts et être partout à la fois, comme si l'endroit tout entier était lumineux, y compris les particules de l'air qui y circulent. Au point qu'il n'est jusqu'aux échelles qui ne semblent plutôt donner de la lumière que d'en recevoir, à ceci près que le mot lumière est impropre. Seules ombres, par conséquent, celles que se créent les corps obscurs en se pressant les uns contre les autres, exprès ou par nécessité, comme lorsque, sur un sein par exemple, pour qu'il ne soit plus éclairé, ou sur un sexe quelconque, vient se plaquer la main opaque, dont, du coup, la paume disparaît aussi. Tandis que, du grimpeur seul sur son échelle, ou parvenu au profond d'un tunnel, toute la peau, sans exception, frémit jaune-rouge pareil, et même certains replis et recoins, dans la mesure où l'air y pénètre. Quant à la température, c'est entre des extrêmes beaucoup moins rapprochés et à une vitesse très inférieure qu'elle oscille, puisqu'aussi bien elle ne met pas moins de 4 secondes à passer de son minimum, qui est de 5 degrés, à son maximum de 25, soit une moyenne de 5 degrés seulement à la seconde. Est-ce à dire qu'à chaque seconde qui passe, il y a hausse ou baisse de 5 degrés, ni plus ni moins?
Pas tout à fait. Car il est évident qu'à deux moments précis, en haut et au bas de la gamme, à savoir à partir de 21 degrés dans le sens ascendant et de 4 dans l'autre, cet écart ne sera pas atteint. Ce n'est donc que pendant 7 secondes à peine sur les 8 que dure l'aller-retour que les corps sont soumis au régime maximum de réchauffement et de refroidissement, ce qui donne tout de même, moyennant une addition ou encore mieux une division, un total d'entre 12 et 13 ans de répit partiel par siècle dans ce domaine. Il y a d'abord quelque chose de troublant dans la lenteur relative de cette navette comparée à celle qui fait vibrer la lumière. Mais c'est un trouble que l'analyse a vite fait de dissiper. Car à bien y réfléchir, la différence n'est pas entre les vitesses, mais entre les espaces parcourus. Et si celui demandé à la température était ramené à la valeur de quelques bougies, il n'y aurait rien à choisir, mutatis mutandis, entre les deux effets. Mais cela ne ferait pas l'affaire du cylindre. Tout est donc pour le mieux, d'autant plus que les deux orages ont ceci de commun que, coupés, l'un comme par magie, l'autre aussi sec, que s'ils étaient reliés quelque part à un seul et même commutateur. Car seul le cylindre offre des certitudes, et au dehors, rien que mystère. Les corps connaissent ainsi de loin en loin jusqu'à 10 secondes de chaleur continue ou de fraîcheur, ou entre les deux, sans que cela puisse compter comme répit, tant la tension alors est grande par ailleurs. Le fond du cylindre comporte 3 zones distinctes, aux frontières précises, mentales ou imaginaires, puisqu'invisibles à l'œil de chair. D'abord, une ceinture extérieure, large d'1 mètre environ, réservée aux grimpeurs, et où, bizarrement, se tiennent aussi la plupart des sédentaires et vaincus. Ensuite, une ceinture intérieure, légèrement plus étroite, où lentement défile à l'indienne ce qui, là de chercher au centre, se tourne vers la périphérie. Enfin, l'arène proprement dite, représentant une surface de 150 mètres carrés, chiffre rond, et chasse d'élection du plus grand nombre. Si à ces 3 zones, on donne des numéros d'ordre, il apparaît clairement que de la 3e à la 2e, et inversement, le chercheur passe à volonté, alors que pour accéder à la 1re, comme d'ailleurs pour en sortir, il est tenu à une certaine discipline. Exemple entre 1000 de l'harmonie qui règne dans le cylindre entre ordre et laisser-aller. L'accès donc à l'espace des grimpeurs n'est autorisé que lorsqu'un de ces derniers le quitte pour rejoindre les chercheurs de l'arène ou exceptionnellement ceux de la zone intermédiaire. S'il est rare de voir porter atteinte à cette règle, il arrive néanmoins qu'un chercheur particulièrement nerveux ne résiste plus à l'appel des niches et tunnels et essaie de se faufiler chez les grimpeurs sans qu'un départ l'y autorise. Il se fait alors immanquablement refouler par la queue la plus proche de l'effraction et les choses en restent là. Obligation, donc, pour le chercheur de l'arène, désirant se rendre chez les grimpeurs, d'en guetter l'occasion chez les intermédiaires, ou chercheurs guetteurs, ou chercheurs tout court. Voilà pour l'accès aux échelles.
Dans l'autre sens, le passage n'est pas libre non plus. Et une fois chez les grimpeurs, le guetteur y est pour un moment, soit au minimum le temps très variable qu'il faut à chacun pour passer de la queue à la tête de sa file d'attente. Car autant chaque corps est libre de grimper ou de ne pas grimper, autant l'obligation est stricte de faire jusqu'au bout la queue librement choisie. Toute tentative de la quitter prématurément est vivement réprimée par ceux qui en font partie, et le fautif ramené à sa place dans le rang. Mais sitôt arrivé au pied même de l'échelle, et n'ayant plus à attendre pour s'en emparer qu'un seul retour au sol, l'intéressé peut s'en aller rejoindre les chercheurs de l'arène, ou exceptionnellement les guetteurs de la seconde zone, sans rencontrer d'opposition. C'est par conséquent les premiers de file, en tant que les plus susceptibles de créer le vide, si ardemment désirés, que guettent ceux de la seconde zone, travaillés par le besoin de passer dans la première. Les objets de cette surveillance ne cessent de l'être qu'au moment où ils exercent leur droit à l'échelle en la prenant en charge. Car le grimpeur peut arriver en tête de queue avec la ferme volonté de monter, et voir celle-ci fondre peu à peu et s'installer à sa place, le besoin de s'en aller, sans pouvoir s'y décider jusqu'au tout dernier moment, alors que son devancier descend déjà, et que l'échelle est virtuellement à lui, enfin. À noter aussi la possibilité pour le grimpeur de quitter la queue aussitôt sa pointe atteinte, sans forcément quitter la zone. Pour cela, il n'a qu'à se joindre à une autre queue quelconque parmi les 14 à sa disposition, ou même se remettre à la dernière place de la sienne. Mais il est rare, d'abord qu'un corps quitte sa queue, et ensuite que, l'ayant quitté, il ne quitte pas la zone. Obligation, donc, une fois chez les grimpeurs, d'y rester au moins le temps d'avancer de la dernière à la première place de la queue choisie. Temps variable, suivant l'importance de celle-ci et l'occupation plus ou moins longue de l'échelle. Certains usagers la gardent jusqu'à expiration du délai maximum permis. À d'autres, la moitié ou toute autre fraction de ce temps suffit. La queue courte n'est donc pas forcément la plus rapide, et telle partie dixième peut se retrouver premier avant telle autre, partie cinquième, à supposer naturellement qu'ils partent ensemble. Pas étonnant dans ces conditions que le choix de la queue soit déterminé par des considérations n'ayant rien ou que peu à voir avec sa longueur. Non pas que tous choisissent, ni même le plus grand nombre. Il y aurait tendance plutôt à se joindre d'entrée à la queue la plus proche du point de pénétration, à condition toujours que cela n'entraîne pas un déplacement en sens interdit. Pour celui qui aborde cette zone de face, la queue la plus proche se trouve à sa droite. Et s'il ne la trouve pas à son goût et en désire une autre, c'est à droite qu'il doit aller la chercher. D'aucuns, dans ces conditions, parcourraient des milliers de degrés avant de s'immobiliser dans l'attente. N'était l'interdiction qui leur est faite de dépasser le tour de piste. Toute tentative d'y déroger est réprimée par la queue la plus proche du point de bouclage et le fautif, obligé de s'y joindre, puisqu'aussi bien il n'a pas le droit non plus de retourner en arrière. Qu'un tour de piste entier soit autorisé en dit long sur l'esprit de tolérance qui, dans le cylindre, tempère la discipline.
Mais que choisie ou première venue, c'est toujours la même obligation de la faire jusqu'au bout, avant de pouvoir sortir de chez les grimpeurs. Donc, premier départ possible à tout moment entre l'arrivée en tête de queue et le retour au sol du devancier. Reste à préciser, dans cet ordre d'idées, la situation du corps qui, ayant accompli sa queue, et laissé passer la première possibilité de départ et exercer son droit à l'échelle, revient à terre. À ce moment-là, il est de nouveau libre de partir sans autre forme de procès, quoique rien ne l'y oblige. Il lui suffit, pour rester chez les grimpeurs, de refaire dans les mêmes conditions la queue qu'il vient de faire, avec repossibilité de s'en aller, sitôt arrivé à la première place. Et si, pour une raison ou pour une autre, il juge préférable de changer de queue et d'échelle, il a droit, pour fixer son choix, à un circuit plein, au même titre que le nouveau venu et dans les mêmes conditions, à ceci près qu'ayant déjà fait une queue jusqu'au bout, il est libre, à chaque instant de cette nouvelle révolution, de quitter la zone. Et ainsi de suite, à l'infini. D'où, théoriquement, la possibilité, pour ceux déjà chez les grimpeurs, d'y rester à demeure, et de n'y jamais accéder pour ceux qui n'y sont pas encore. Qu'il n'existe aucun règlement visant à prévenir une telle injustice montre clairement qu'elle ne risque pas de se perpétuer. Car la passion de chercher est telle qu'elle oblige à chercher partout. N'empêche qu'au guetteur à l'affût d'un départ, l'attente peut paraître interminable. Quelquefois, n'en pouvant plus, et fortifié par la longue absence, il renonce à l'échelle et retourne chercher dans l'arène. Voilà, en gros, les grandes divisions du sol et les droits et devoirs des corps dans leur passage de l'une à l'autre. Tout n'a pas été dit et ne le sera jamais. Les guetteurs, toujours nombreux à vouloir profiter du premier départ de chez les grimpeurs, et dont l'ordre d'arrivée à pied d'œuvre ne peut être établi ni par la queue, infaisable chez eux, ni autrement, à quel principe de priorité obéissent-ils? Une saturation de la zone intermédiaire n'est-elle pas à craindre? Et quelles en seraient les conséquences pour l'ensemble des corps, et spécialement pour ceux de l'arène, coupés ainsi des échelles? Le cylindre n'est-il pas voué à plus ou moins longue échéance au désordre, sous la seule loi de la rage et de la violence? À ces questions, et à bien d'autres encore, les réponses sont claires et faciles à donner. Mais encore faut-il l'oser. Puisque seule la tentation de l'échelle peut rompre la fixité des sédentaires, leur cas n'a rien de spécial. Les vaincus, de toute évidence, n'entrent pas ici en ligne de compte. L'effet de ce climat sur l'âme n'est pas à sous-estimer, mais elle en souffre certainement moins que la peau, dont tous les systèmes de défense, depuis la sueur jusqu'à la chair de poule, se trouvent à chaque instant contrariés. Elle continue néanmoins de se défendre, mal certes, mais honorablement, au regard de l'œil, qu'avec la meilleure volonté du monde, il est difficile de ne pas vouer, au terme de son effort,
à la cécité effective, car lui-même beau à sa façon, sans parler de ses liquides et paupières, il n'a pas qu'un seul adversaire. Ce dessèchement de l'enveloppe enlève à la nudité une bonne partie de son charme, en la rendant grise, et transforme en un froissement d'ortie la succulence naturelle de chair contre chair. Les muqueuses elles-mêmes sont touchées. Ce qui serait sans gravité n'était la gêne qui en découle pour l'amour. Mais même à ce point de vue, le mal n'est pas grand, tant dans le cylindre, l'érection est rare. N'empêche qu'elle se produit, suivie de pénétrations plus ou moins heureuses dans le tube le plus proche. Il arrive même à des époux, en vertu de la loi des probabilités, de se rejoindre de cette façon sans s'en rendre compte. Le spectacle est curieux, alors, des ébats qui se prolongent, douloureux et sans espoir, bien au-delà de ce que peuvent, en chambre, les amants les plus habiles. C'est que la conscience est aiguë chez chacun et chacune de combien l'occasion est rare et peu probable son retour. Mais là aussi, il y a suspension et immobilité de mort dans des attitudes frôlant parfois l'obscène quand les vibrations s'arrêtent et aussi longtemps que dure cette crise. Encore plus curieux, à ce moment-là, s'il n'était si peu visible, tous les yeux fureteurs qui se figent en chemin et se braquent sur le vide, ou le haïssable de toujours, dont d'autres yeux, et comme ils plongent alors les uns dans les autres, dans des regards faits pour se fuir. Entre ces coupures, des intervalles irréguliers si longs que pour des sans-mémoire pareilles, chacune est la première. D'où chaque fois la même vivacité de réaction comme à une fin de monde, et le même bref étonnement quand, le double orage ayant repris, il se remet à chercher, ni soulagé, ni même déçu. Vu du sol, le mur, sur tout son pourtour et sur toute sa hauteur, présente une surface ininterrompue. Cependant, sa moitié supérieure est criblée de niches. Ce paradoxe s'explique par la nature de l'éclairage dont l'omniprésence, sans parler de sa faiblesse, escamote les creux. Chercher d'en bas une niche des yeux ne s'est jamais vu. Il est rare que les yeux se lèvent. Quand ils le font, c'est vers le plafond. Sol et murs sont vierges de toute marque, pouvant servir de point de repère. Des échelles, dressées toujours aux mêmes endroits, les pieds ne laissent pas de traces. Les coups de tête et de poing contre le mur non plus. Il y aurait des marques que l'éclairage empêcherait de les voir. Le grimpeur qui emporte son échelle pour la dresser à un autre endroit le fait un peu au jugé. Il est rare qu'il se trompe de plus de quelques centimètres. Du fait de la disposition des niches, l'erreur maximale n'est que d'1 mètre environ. Sous l'effet de sa passion, son agilité est telle que même cet écart ne l'empêche pas de gagner une niche quelconque, sinon celle de son choix, ni à partir d'elle, quoique plus difficilement, de regagner l'échelle pour la descente. Ceci dit, il existe un or.
sous forme d'un vaincu, ou mieux, d'une vaincue, ou mieux encore, de la vaincue. Elle est assise contre le mur, les jambes relevées. Elle a la tête entre les genoux et les bras autour des jambes. La main gauche tient le tibia droit et la droite, l'avant-bras gauche. Les cheveux roux, ternis par l'éclairage, arrivent jusqu'au sol. Ils lui cachent le visage et tout le devant du corps, y compris l'entrejambe. Le pied gauche est croisé sur le droit. Elle est le Nord, elle plutôt qu'un autre vaincu quelconque, en raison de sa fixité plus grande, à qui, exceptionnellement, veut faire le point, elle peut servir. Telle niche, pour le grimpeur peu enclin aux acrobaties évitables, peut se trouver à tant de pas ou de mètres à l'est ou à l'ouest de la vaincue, sans naturellement qu'il la nomme ainsi ou autrement, même en pensée. Il va de soi que seuls les vaincus se cachent le visage. Ils ne le font pas tous. Debout ou assis la tête haute, certains se contentent de ne plus ouvrir les yeux. Il est défendu, évidemment, de refuser le visage ou toute autre partie du corps au chercheur qui en fait la demande et qui peut, sans crainte de résistance, écarter les mains des chairs qu'elle cache et soulever les paupières pour examiner l'œil. Il est des chercheurs qui se rendent chez les grimpeurs sans intention de grimper et dans le seul but d'inspecter de près tel ou tel vaincu ou sédentaire. C'est ainsi que les cheveux de la vaincue ont été maintes fois relevés et écartés, et la tête soulevée, et mis à nu le visage, et tout le devant du corps jusqu'à l'entrejambe. L'inspection terminée, il est d'usage de tout remettre soigneusement en place, autant que faire se peut. Une certaine morale engage à ne pas faire à autrui ce qui, venant de sa part, ferait de la peine. Ce précepte est assez suivi dans le cylindre, dans la mesure où la quête n'en pâtit pas. Celle-ci ne serait qu'une dérision, sans la possibilité, en cas de doute, de contrôler certains détails. L'intervention directe, pour les mettre en évidence, ne se fait guère que sur les personnes des vaincus et sédentaires. Face ou dos au mur, ceux-ci, en effet, ne présentent normalement qu'un seul aspect, et par conséquent s'exposent à être retournés. Mais là où il y a mouvement, comme dans l'arène ou chez les guetteurs, et la possibilité de faire le tour de l'objet, il n'est guère besoin de ces manipulations. Il arrive, bien sûr, qu'un corps soit obligé d'en immobiliser un autre et de le disposer d'une certaine façon pour examiner de près une région particulière, ou pour chercher une cicatrice, par exemple, ou une envie. À remarquer, enfin, l'immunité sous ce rapport de ceux qui font la queue pour l'échelle. Obligés par la pénurie d'espace de se coller les uns aux autres pendant de longues périodes, ils n'offrent au regard que des parcelles de chair confondues. Malheur au téméraire, emporté par sa passion, qui ose porter la main sur le moindre d'entre eux. Comme un seul corps, la queue se jette sur lui. Cette scène dépasse en violence tout ce que dans le genre le cylindre peut offrir.
ainsi de suite à l'infini, jusqu'à ce que, vers l'impensable fin, si cette notion est maintenue, seul un dernier cherche encore, par faibles à-coups. Rien ne le distingue au premier abord des autres corps figés, debout ou assis dans l'abandon sans retour. L'allongement est inconnu dans le cylindre, et cette pause, douceur des vaincus, leur est ici refusée à jamais. Privation qui, en partie, s'explique par le peu de place au sol, soit 1 mètre carré à peine, dont chaque corps dispose, et auquel ne peut suppléer l'espace uniquement de chasse, des niches et tunnels. Aussi le prosternement de ces desséchés, obligés de se frôler sans cesse, et qu'habite l'horreur du contact, ne va-t-il jamais jusqu'à son terme naturel? Mais la persistance de la double vibration donne à penser que, dans ce vieux séjour, tout n'est pas encore tout à fait pour le mieux. Et le voilà en effet, ce dernier, si c'est un homme, qui lentement se redresse, et au bout d'un certain temps, rouvre les yeux brûlés. Au pied des échelles, dressées contre le mur de façon peu harmonieuse, nul grimpeur n'attend plus. Dans les feux sombres du plafond, le zénith garde encore sa légende. Le vieux vaincu de la 3e zone n'a plus autour de lui que des figés à son image, au tronc profondément courbé vers le sol. Le bambin qu'étreint encore la jeune chenue se confond à présent avec son giron. De face, la tête rousse, parvenue aux limites du fléchissement, laisse voir une partie de sa nuque. Le voilà donc, si c'est un homme, qui rouvre les yeux et, au bout d'un certain temps, se fraye un chemin jusqu'à cette première vaincue, si souvent prise comme repère. À genoux, il écarte la lourde chevelure et soulève la tête qui n'offre pas de résistance. Dévorer le visage mis ainsi à nu, les yeux enfin par les pouces sollicités, s'ouvrent sans façon. Dans ces calmes déserts, il promène les siens, jusqu'à ce que les premiers, ces derniers, se ferment, et que la tête lâchée retourne à sa vieille place. Lui-même, à son tour, au bout d'un temps impossible à chiffrer, trouve enfin sa place et sa pose, sur quoi le noir se fait, en même temps que la température se fixe dans le voisinage de 0. Se tait du même coup le grésillement d'insectes mentionné plus haut, d'où subitement un silence plus fort que tous ces faibles souffles réunis. Voilà, en gros, le dernier état du cylindre et de ce petit peuple de chercheurs, dont un premier, si ce fut un homme, dans un passé impensable, baissa enfin, une première fois, la tête. Si cette notion est maintenue,